Chapitre 9. Novembre 2020. Alex n'arrêtait pas de repenser à ce qu'avait dit Jocelyn Bell dans son discours. Elle avait tellement raison. On fêtait aujourd'hui la publication dans Nature des études sur FRB 2004-28. Mais c'était une fête au goût amer. La plupart des données, qui étaient enregistrées depuis près de 2 ans maintenant, étaient fortement polluées par des interférences d'origine encore inconnue, mais assurément d'origine humaine. C'est Lenny Cooper qui lui apporta la solution sur un plateau. Il aurait pu trouver tout seul en cherchant un peu, mais Lenny s'était lui aussi plongé dans le problème de la pollution électromagnétique pour comprendre ce que le futur leur réservait, s'ils n'agissaient pas maintenant. L'étudiant états-unien avait cherché des informations sur la ville la plus proche du site du Dominion Radio Astrophysical Observatory, où étaient installées les antennes semi-paraboliques de Scheim. Il avait trouvé que CNC, Canada New Communications, qui était le leader incontesté des opérateurs téléphoniques en Colombie-Britannique et en Ontario, avait commencé à déployer les premières antennes relais de 5e génération à Okanagan Falls, la ville touristique où ils logeaient quand ils venaient passer des périodes de surveillance du radiotélescope, chacun à leur tour. Okanagan Falls se trouvait à environ 20 km des antennes à vol d'oiseau. Et Lenny avait déniché une publicité du golfe de Saint Andrews qui finit de lui mettre la puce à l'oreille. Le golfe ne se trouvait qu'à 2 km du site. La publicité, qui datait du printemps 2019, annonçait fièrement qu'il proposait dorénavant un service de voiturette connecté et autonome. CNC avait reçu l'autorisation fédérale d'exploitation de 3 bandes radio pour son réseau de 5e génération, une à 24 GHz, une deuxième à 3,5 GHz et la troisième à 600 MHz. Il ne fallait pas chercher plus loin. La grosse bande parasite devait certainement provenir d'interférences venant de ces bornes 5G fonctionnant à 600 MHz. Il suffisait qu'un client du Golfe soit porteur d'un téléphone 5G pour qu'il communique avec la ou les bornes et que le signal soit immédiatement détecté par Scheim, occultant environ 20% du signal précieux provenant de galaxies lointaines ou de la nôtre. Il n'était pas exclu non plus qu'une partie de ce signal parasite vienne des bornes implantées en ville. Scheim était suffisamment sensible pour détecter un signal 5G affaibli sur une distance de 20 km. Il détectait bien des sursauts qui avaient voyagé durant plusieurs milliards d'années-lumière. Jocelyn Bell avait raison. Si on ne faisait rien, cela ne pourrait qu'empirer. Plus aucun coin du Canada ou d'ailleurs ne serait exempt d'interférences en tout genre. Le réseau 5G était encore balbutiant au Canada comme en Europe. Mais tous les observatoires radioastronomiques seraient bientôt concernés. Nature avait tout fait pour qu'il y ait une grosse couverture médiatique sur cette découverte réellement importante. Il n'était pas commun de prouver par l'observation directe une théorie, si peu de temps après qu'elle ait été énoncée. Cela faisait seulement 5 ans que la piste du magnétar était sérieusement envisagée comme étant à l'origine des FRB. Et en voyant arriver le papier de Scheim, puis très peu de temps après celui des Américains de Stare2, et dans la foulée celui des Chinois, l'éditeur de Nature avait compris qu'il tenait quelque chose de gros et il avait jubilé en constatant qu'aucun des 3 groupes de chercheurs n'avait choisi le concurrent Science pour publier leurs travaux. Nature était toujours le journal de référence dans lequel les chercheurs de toutes les disciplines voulaient publier pour avoir l'impact maximum sur leur communauté et bien au-delà. L'éditeur avait incité la responsable du groupe Scheim à McGill, Irina Klowarski, à organiser une conférence de presse le jour de la fin de l'embargo, la veille de la sortie officielle du papier, dont la version électronique pourrait être mise en ligne dès la fin de l'embargo, à 15h UT le 3 novembre, ce qui voulait dire à 11h à Montréal. Irina avait trouvé l'idée intéressante, car elle permettrait de mettre en visibilité le travail des groupes de McGill et de Toronto, et les performances inédites de Scheim, qui n'avait pas encore livré toute sa moisson de sursauts,
ce qui serait l'occasion d'une prochaine publication et peut-être d'une nouvelle conférence de presse. Avant de contacter le service de communication du CNRC pour obtenir de l'aide dans les aspects logistiques, l'invitation des journalistes, l'envoi du communiqué de presse et tout ce qui tournait autour, Irina convoqua une réunion de tout le groupe FRB du McGill, avec les collègues de Toronto en visio, afin de s'organiser pour savoir qui allait parler, qui allait répondre aux questions des journalistes, et surtout ce qu'on allait dire. Ayant effectué l'analyse de FRB 2004-28 et rédigé la plus grande partie de l'article, Alex était au cœur des débats. Il répondit très professionnellement à la demande de Irina, qui prévoyait de faire une introduction générale, puis laisser la parole à celui qui avait fait l'analyse. Je suis OK pour faire le début de la présentation, très vulgarisé, comme on a dit. Je propose effectivement d'expliquer ce que sont les FRB, depuis quand on en détecte en général, puis en focalisant sur Scheim. Et puis j'introduis rapidement les quelques hypothèses qui existent pour expliquer les sursauts. Oui, c'est bien, et on arrive alors naturellement au magnétar, continua Paul. Et est-ce que je dis tout de suite que Michael parlera juste après des éruptions X des magnétars, ou seulement à la fin? Tu peux le dire dès le départ, ça n'a pas trop d'importance ici. Il faut surtout parler de la révolution des multimessagers, répondit Irina. Oui, bien sûr, je ferai un passage sur le fait qu'on cherche des contreparties au FRB dans toutes les longueurs d'onde, et pas uniquement les X. Je parlerai un peu de notre catalogue, mais pas trop non plus. C'est bien. Mais il y a une chose importante dont j'aimerais parler quand même, qui va un peu au-delà des pures données scientifiques. Quoique, s'avança Alex. Tous les membres du groupe le fixaient en silence. Vous le savez, on a de plus en plus d'interférences dans nos données. Dans les dernières en date, on perd près de 30% de notre bande passante. Ça commence à devenir critique. Et on pense avoir identifié la grosse bande autour de 600 MHz. C'est très probablement du 5G qui vient du golfe qui se trouve à côté du DRAO. Le golfe de Saint-Andrews demanda Paul. Ouais, on n'en est pas encore sûr, mais c'est plus que probable, malheureusement, répondit Alex. Et je pense qu'il faudrait qu'on en parle de ce problème. C'est un très grave problème pour nous, et pas que pour nous d'ailleurs. C'est toute la radioastronomie qui est impactée. Bref, on pourrait profiter de cette conférence de presse pour poser le sujet sur la table, pour lancer une alerte en quelque sorte. Je ne suis pas très chaude pour ça, répondit rapidement Irina. Il ne faut pas tout mélanger. Cette conférence de presse a pour objectif de présenter un résultat scientifique unique. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que tu pourrais faire comprendre ça au grand public. La preuve, c'est qu'on arrive à montrer ce résultat incroyable, malgré les interférences. Tu l'as dans le signal de ce FRB, ton signal à 600 MHz. Ouais, il est là, un peu plus faible que pour d'autres cas, mais il efface environ 20% du signal utile, répondit Alex. Je suis d'accord avec Irina, dit Paul, après un court silence. C'est pas l'endroit et le moment pour faire ça. C'est évidemment une cause importante, c'est vrai, mais ça ne servirait à rien ici. Mais qui a conscience de ce qui se passe à part nous demanda Alex. Les collègues des autres groupes sont aussi impactés que nous. En plus, ça nous concerne tous. Les journalistes n'en savent rien qu'on observe entre 400 et 800 et que la bande 5G tombe en plein milieu de notre plage. On est les seuls à être impactés. Il faut qu'ils sachent que ces nouvelles fréquences vont avoir un impact considérable sur la science. C'est une très belle occasion, moi je trouve. On aura d'autres occasions d'alerter la presse et le grand public, sans tout mélanger. Ici, il faut parler uniquement de science. Asséna Irina. Michael, tu as un avis là-dessus? Je suis d'accord avec toi, ça serait inaudible parce que justement, on montre des superbes résultats qui sont obtenus avec ces interférences. Je ne dis pas que le signal n'aurait pas été beaucoup plus propre sans ça, mais on a quasi toutes les informations que l'on voulait sur ce double pic finalement. Ok, bon, on en reste à la description des résultats scientifiques alors, Alex, clôtura Irina. Alex opina de la tête.
Il lui restait 4 jours pour assembler des planches PowerPoint qui expliquaient la découverte de manière compréhensible. Ils avaient organisé la conférence de presse dans l'amphithéâtre, là même où Jocelyn Bell avait fait son discours incisif 6 semaines plus tôt. Le service de presse du Centre national de la recherche du Canada avait envoyé des invitations tous azimuts, mais seulement 12 journalistes s'étaient inscrits pour être présents à McGill. Il faut dire que la conférence était sous forme hybride, avec une retransmission en direct sur les plateformes de vidéo en ligne, et les journalistes pouvaient poser des questions à distance. La météo n'était pas non plus très favorable dans la région de Montréal, où il neigeait sans discontinuer depuis maintenant plusieurs jours. Contrairement au séminaire de Jocelyn Bell Burnell, l'amphi paraissait vide, et il l'était. Irina, Paul, Alex et Jody étaient installés derrière une table avec chacun un micro sur l'estrade. Les journalistes avaient été mis au premier rang et Michael et Johan étaient en visio depuis Toronto avec leur image qui apparaissait sur un grand écran situé sur la gauche de l'estrade. Un technicien du CNRC avait installé une caméra et un ordinateur portable en haut de l'amphi pour diffuser les images et le son dans le monde entier. Il était 11 heures à Montréal. L'article venait d'être mis en ligne sur le site de Nature. Le show pouvait commencer. Après avoir dit exactement ce qui était prévu qu'ils disent au sujet des FRB en général, de l'astronomie à multimessager, des magnétars et de la première mondiale que représentait cette mesure en coïncidence d'un FRB et d'une éruption de rayons X, Alex osa désobéir à Irina Klovarski, qui, selon lui, prenait vraiment des décisions absurdes, pour ne pas dire mauvaises. Cette incroyable découverte a failli ne jamais voir le jour, lança-t-il. Nous avons eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir détecter ce FRB, car il est de plus en plus difficile de détecter les FRB aujourd'hui avec notre radiotélescope. Ceci est dû aux interférences des nombreuses sources d'ondes radio qui sont produites par l'activité humaine. Nous sommes par exemple très affectés par les nouvelles communications 5G qui génèrent d'énormes parasites au même endroit que les FRB que nous essayons de détecter. J'aimerais lancer une alerte qui, je l'espère, sera entendue. La radioastronomie est aujourd'hui en danger, et il n'y a pas que la radioastronomie. Les télescopes dans le visible et l'infrarouge, eux, comme par exemple l'observatoire Vera Rubin, subissent les parasites visuels des constellations de satellites qui sont lancés de manière de plus en plus fréquente. Pour continuer à pouvoir faire des découvertes fantastiques comme celles dont nous parlons aujourd'hui, il faut absolument arrêter le développement de ces systèmes qui sont pour la plupart totalement inutiles. Alex avait ensuite laissé la parole à Michael Cooney de l'Université de Toronto pour développer l'impact de la découverte de l'association du FRB avec un magnétar et ce que cela induisait sur les différents modèles imaginés pour expliquer les FRB. À la fin de la présentation, qui dura environ une demi-heure, les journalistes présents posèrent quelques questions pour mieux comprendre certains points. Le premier voulait savoir si les éruptions de rayons X de SGR 1935 plus 2154 étaient dangereuses pour l'homme. Le deuxième demanda si on était sûr que le FRB en question provenait bien de ce magnétar et si la coïncidence ne pouvait pas simplement être fortuite. La troisième demanda pourquoi on ne détectait pas plus souvent des FRB. C'était une bonne question, et on parla brièvement du catalogue qui était en train d'être construit. Un autre voulut savoir quelle était la différence entre un pulsar et un magnétar, alors qu'Alex l'avait clairement expliqué dans sa présentation. Une autre question, excellente, porta sur la répétition du phénomène. Depuis le 28 avril, 2 autres sursauts avaient été détectés le 24 mai en provenance de ce magnétar, et plus rien depuis. Mais il continuait à le guetter tous les jours, et évidemment. Enfin, une dernière question posée en ligne concerna la traque des FRB en tant que telle. Le journaliste voulait savoir comment collaboraient les scientifiques entre eux,
intrigué par le fait que Nature publie 3 articles différents à la suite les uns des autres. Il n'y eut pas la moindre allusion ou question relative au problème de la pollution électromagnétique qu'avait soulevé Alex sans y avoir été autorisé. Le jeune chercheur était dépité. Heureusement que quelques questions avaient tout de même été pertinentes, mais il trouvait l'ensemble de la prestation décevante et il n'était pas le seul. Une fois que le dernier journaliste fut reparti affronter les épais flocons, Irina s'approcha d'Alex. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu n'as pas respecté ce que nous avions décidé. Je devais le dire. Et puis de toute façon, on n'intéresse personne. Ça se voit, non? Les seuls qui sont intéressés par le sujet, c'est nos collègues qui travaillent sur le même sujet. Et ils connaissent parfaitement le problème eux aussi. Vous avez vu le niveau des questions? Il n'y en avait que 2 qui étaient intéressantes. Les autres, heureusement que tu ne t'es pas trop étalé sur cette histoire d'interférence, parce que ça aurait pu être pire. Le plus important, c'était la découverte. Bon, maintenant c'est fait, on ne va pas revenir là-dessus. Au contraire, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait une question, ne serait-ce qu'une seule, sur le sujet des parasites. Eh bien, à croire que ça n'intéresse pas plus les journalistes que nos petites découvertes super intéressantes. On va voir ce qu'on dit de nous dans les jours qui viennent. La couverture médiatique de la découverte du premier FRB provenant très clairement d'un magnétar, qui plus est le premier FRB venant de notre galaxie, n'était vraiment pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Des revues de vulgarisation scientifique et quelques blogs et chaînes de vidéos aux États-Unis, au Canada et en Europe en parlèrent, mais l'information ne traversa pas l'océan qui séparait ce petit monde de ce qu'on appelait le grand public. Il y avait probablement trop de concepts à expliquer pour que cela tienne en moins de 500 caractères. Les magnétars n'étaient pas encore réellement connus, les FRB encore moins. Alors, l'association des deux relevait de l'aventure himalayenne pour un rédacteur en chef moyen. Toujours est-il que le problème des interférences radio dans les données de Scheim ne fut repris absolument nulle part. Irina avait eu raison, aux grandes dames de Alex, Lenny et Sophia qui y avaient vraiment cru. C'est vraiment de la merde cette 5G. Avec toutes ces histoires d'objets connectés qui feraient une révolution, tout ça c'est que du flan. On n'a pas besoin de ces gadgets stupides. Lenny était remonté comme une horloge suisse. Ça sert à rien de chouiner dans les journaux ou à la télé. On n'a aucun pouvoir. C'est les grandes sociétés qui imposent ce qu'elles veulent. Elles créent la demande au lieu d'y répondre. Il faut passer à l'action, comme l'a dit Jocelyn Bell. Elle a complètement raison. On sait ce qu'on doit faire. On doit arrêter l'installation de ces foutues bornes 5G. S'il n'y a pas de borne, il n'y a pas d'onde radio à 600 MHz. C'est aussi simple que ça, continua-t-il. Et donc on fait quoi concrètement? Demanda Sophia. On va mettre la borne du golf hors service. On la bousille, c'est tout, répondit Lenny. On la bousille, répondit Alex. Et pourquoi pas? De quel droit, eux, ils pourraient bousiller notre environnement électromagnétique? C'est du même niveau. Si je refuse qu'on m'envoie des ondes radio dans la tronche, j'ai le droit de réagir, non? Pourquoi ils auraient le droit de faire ça? Donc, pour résoudre le problème, la seule solution, c'est de débrancher ou de détruire cette borne qui nous emmerde. C'est un peu extrême, mais c'est difficile d'être contre, dit Sophia. Tu sais que le pire dans cette histoire de 5e génération, c'est que ça va complètement à l'encontre des efforts à faire pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que lancer une nouvelle génération de systèmes de communication avec des nouvelles fréquences, à portée plus courte en plus, ça implique derrière un renouvellement gigantesque de matériel électronique en tout genre, à commencer par les téléphones, mais c'est aussi tout ce qui va avec. Les bornes, les antennes, les fibres optiques, les batteries, les data centers et tutti quanti. C'est une fuite en avant vers toujours plus de consommation numérique, une véritable bombe à retardement, répliqua Lenny. Sans compter aussi les effets impliqués par ce qu'ils appellent les objets connectés. T'imagines le truc?
ton frigo qui détecte que t'as plus de bière et qui va en commander sans que tu le saches, avec ton numéro de carte bleue, hein, et tu te fais livrer par un truc autonome, même pas avec un pauvre type qui s'auto-exploite, non, avec un drone ou un clébard robot qui te balance ton pack de bière devant ta porte. Mais qui veut vivre dans un monde comme ça, où tu contrôles plus rien? Et un jour, les machines ont une coupure de réseau, ou pire, elles se rebellent, et tu te retrouves coincé avec ton frigo vide, parce qu'évidemment, les magasins, ils auront disparu, ajouta Alex. Ouais, et tous ces objets bourrés d'électronique qui communiquent entre eux sans arrêt. Mais quel cauchemar! Et pour la protection des données aussi. Mais quelle horreur! Et ça en fait des tonnes de métaux rares, tout ça. Inutile de te dire qu'il y en a déjà plus beaucoup, mais alors là, c'est la fin assurée, répondit Lenny.